ou encore parce que vous connaissez de près ou de loin quelqu'un, même un proche, qui a basculé dans l'univers sombre de la désinformation. C'est peut-être aussi parce que vous vous demandez tout simplement comment ça se fait que certaines personnes, plus que d'autres, adhèrent au complotisme ou à la pensée conspirationniste. Eh bien, la réponse se trouve comme bien souvent dans nos cerveaux, le mien, le vôtre, à un point tel qu'on a tous, dans une certaine mesure et à des degrés variables, le germe du conspirationnisme entre nos deux oreilles. Notre question, pourquoi sommes-nous prédisposés à devenir conspirationnistes? Notre invité, Bouchra Watik, journaliste à Découverte. Moi, je m'appelle Alexis Delancer et c'est parti pour Ça s'explique, le balado qui s'intéresse à l'actualité, une question à la fois. Parce que là, aux dernières nouvelles, puis j'ai plus beaucoup de nouvelles, mais aux dernières nouvelles, il était dans le QAnon, les réflexions sur le réseau pédophile. Là, il est vraiment tombé là, dans tout ce qui est théorie du complot. Puis ça m'a surpris parce que même si je sentais qu'il y avait une fragilité, c'était quand même quelqu'un qui, par moment, pouvait être rationnel. Fait qu'il s'enfonce aussi loin. C'est sûr qu'il y a toujours un petit quelque chose de surprenant. C'est surprenant et je dirais déroutant, difficile, très difficile de comprendre pourquoi un de nos proches croit aux théories du complot. On se fait toujours poser cette question au Décrypteur, une émission que j'anime et à laquelle Bouchra t'a participé en tant que membre pendant 1 an. Et là, à Découverte, en tant que journaliste scientifique, tu t'es posé la question, quand on regarde le cerveau humain, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres de devenir conspirationnistes? Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens avec toutes sortes de profils qui peuvent devenir conspirationnistes. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas non plus une question d'éducation. On a vu par exemple des médecins avec une longue expérience devenir conspirationnistes. Et contrairement à ce qu'on croit également, c'est pas non plus un problème de santé mentale. Donc en fait, des gens éduqués, intelligents, sains d'esprit peuvent être prédisposés à croire à des théories du complot parce que notre cerveau à tous a évolué de cette façon-là. Alors il faut, pour le comprendre, remonter à la préhistoire. L'Homo sapiens a évolué dans un monde où il y avait beaucoup de conflits tribaux et donc les gens faisaient face à beaucoup de complots les uns contre les autres. Et quand je dis complot dans ce contexte-là, ça veut dire par exemple une tribu qui complote pour attaquer ses voisins, pour leur voler de la nourriture. Donc nos ancêtres devaient toujours se méfier. Et ceux qui étaient capables de détecter les complots avant qu'ils ne surviennent, eh bien, ils avaient plus de chances de survivre. Et donc, c'est un trait que l'évolution a sélectionné. Mais évidemment, notre société n'est plus celle de la préhistoire. Dans le monde contemporain, il n'y a plus autant de complots que ce que nos lointains ancêtres ont connu. Donc, on est dans un monde, en fait, plus sécuritaire à ce niveau-là. Mais notre cerveau, lui, n'a pas évolué depuis les derniers millénaires. Donc, on est resté avec le même cerveau que nos ancêtres préhistoriques et donc on continue à avoir cette prédisposition-là à voir des complots un peu partout. Voici Antoine, un comptable de 42 ans. Marié, père de 2 enfants. Bon vivant, il aime s'entraîner au gym et boire un verre avec ses amis. Antoine n'existe pas, mais il pourrait être n'importe qui d'entre nous. Et sa vie s'apprête à basculer. 20 millions de personnes sont placées. Alors, Bouchra, pour ton reportage intitulé Notre cerveau conspirationniste, qui a été donc présenté à Découverte, excellent reportage, avec ton équipe, vous avez décidé de créer un personnage, Antoine, avec qui ou à travers qui on suit les étapes qui mènent à la théorie conspirationniste, au fait de croire à une théorie du complot. Et la première étape dans tout ça, c'est l'activation de l'amygdale dans le cerveau. Ça, c'est un très vieux mécanisme. Oui, donc c'est un de ces mécanismes-là qu'on a depuis la préhistoire. Et ce personnage qu'on a créé, Antoine, on a voulu en faire un personnage tout à fait normal, dans qui n'importe qui peut se reconnaître. Il a des réactions normales que toi et moi, on pourrait avoir face à la pandémie de COVID-19, mais graduellement, face à ce danger-là qui s'accroît, donc l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui est sollicitée face à un danger et ça engendre cette sensation de peur, la peur qui nous amène à être sur nos gardes, à chercher par tous les moyens de se protéger.
Et une des façons de se protéger, évidemment, c'est de trouver d'où vient le danger. Et certaines personnes, comme ce personnage d'Antoine, se laissent convaincre que finalement, le danger est dû à un complot. Et on le voit à travers l'histoire, les mouvements conspirationnistes, les théories du complot, elles naissent souvent dans des événements terrifiants, par exemple des épidémies ou des attentats. La peur, la mère de bien des dérives. Donc, si on a peur, Bouchra, on va ensuite chercher à se protéger. Et pour y parvenir, notre cerveau, il va tenter de faire des liens, d'établir des liens entre certains événements. Et là, il y a des structures précises du cerveau qui sont liées à différentes perceptions ou biais. On va, pour les prochaines questions, commencer à explorer les zones du cerveau qui sont sollicitées dans tous ces mécanismes qui mènent à la pensée conspirationniste ou complotiste. Commençons par la recherche de causes. Oui, donc notre cerveau, évidemment, il cherche la cause du danger, mais il a un biais quand il est dans cette recherche-là de la cause. Alors, c'est une opération qui se passe dans le cortex temporel médian de notre cerveau. On cherche une cause, mais le biais nous amène à croire que la cause est intentionnelle, donc que quelqu'un a volontairement créé ce danger-là, plutôt que de croire que la cause est accidentelle. Donc, on va plus souvent penser que quelqu'un en est responsable et on va écarter le hasard. Il y a deux raisons pour lesquelles on a ce biais-là. Premièrement, si on se dit que le danger est dû à un accident et dû au hasard, on va se sentir impuissant et on ne pourra pas faire grand-chose. Tandis que si on se dit que quelqu'un est responsable de ça, eh bien, on va agir, on va chercher à trouver le coupable, on va pouvoir se protéger. La deuxième raison derrière ce biais, c'est que si on pense que la cause est intentionnelle, qu'il y a un responsable, en fait, c'est plus rassurant pour notre cerveau que de se dire que c'est dû au hasard. Parce que si on se dit, mais cet événement terrible est arrivé par hasard, par accident, on a l'impression que ça peut nous frapper n'importe quand, qu'on ne peut rien faire. Et ça, c'est très inquiétant. Tandis que si on se dit qu'il y a un coupable, eh bien, on a l'impression qu'on sera capable de prévenir des futurs dangers du même genre en intervenant pour arrêter les coupables. Donc, par exemple, dans le cas de la COVID-19, ce que les scientifiques nous disent, c'est que le virus a muté de l'animal vers l'humain de façon accidentelle et on voit que beaucoup de gens refusent de croire à cette explication-là et préfèrent croire que le virus a été créé en laboratoire à des fins malveillantes. Oui, à des fins malveillantes. C'est là où entre en ligne de compte la question des perceptions qu'on se construit dans nos esprits, dans nos têtes, la perception des intentions qui a un rôle à jouer dans tout ça. Quand on poursuit l'exploration du cerveau, alors quelle zone est activée? Donc, dans notre carrefour temporopariétal, dans notre cerveau, c'est la zone qui est impliquée dans la recherche des intentions des autres gens autour de nous. Et ça, c'était aussi utile pour notre survie parce que ceux qui étaient capables de déceler qui dans notre environnement ont des intentions malveillantes, eh bien, ces gens-là sont capables de se protéger et de mieux survivre. Et donc, on est biaisé à croire que les gens ont des mauvaises intentions, quitte à se tromper et que finalement, ça ne soit pas le cas. Et quand on fait face à un danger, bien ce biais-là, on le voit vraiment beaucoup. Et on l'a vu avec la COVID-19, c'est ce qui amène des gens à présumer que Bill Gates, l'OMS, les médecins, les gouvernements, les journalistes auraient tous des mauvaises intentions dans le contexte de la pandémie. Oui, ces intentions malveillantes, les gens les voient dans notre travail à nous, comme journalistes, ceux qui adhèrent à ce type de croyances-là. Et là, ensuite, il y a le cerveau qui se met à chercher des patterns, Bouchra, je dirais des schémas ou des modèles aussi, où on tente, encore une fois, de faire des liens, d'établir des liens. Oui, donc c'est un autre de nos mécanismes de survie, c'est être capable de faire des liens entre les événements rapidement, donc de relier des points, de voir où se trouvent les patterns. Et ça, c'est une aptitude qui est contrôlée par le cortex préfrontal droit de notre cerveau. Donc, les gens qui sont capables de faire des liens ont un avantage sur les autres, mais parfois, certaines personnes voient trop de liens, donc même là où il n'y en a pas. Par exemple, on a commencé à parler de 5G à peu près en même temps qu'on a commencé à parler de la COVID-19, et pour certaines personnes, il y aurait un lien entre les deux, donc la 5G serait responsable de la COVID-19. Évidemment, on sait que ce n'est pas le cas, mais c'est une tendance que certaines personnes ont face au danger.
Et d'ailleurs, il y a un des chercheurs que j'ai interviewé dans ce reportage qui a fait une expérience assez intéressante. Il a montré à des gens des toiles du peintre américain Jackson Pollock. Donc, ce sont de grandes toiles abstraites avec des éclaboussures de peinture. Et il a demandé aux gens s'ils voyaient quelque chose de concret dans la toile. Et les gens qui étaient capables de voir des formes concrètes dans ces toiles abstraites, c'était des gens qui étaient plus enclins à croire à des théories du complot. Donc, à croire, par exemple, qu'on n'est jamais allé sur la Lune ou que le 11 septembre était orchestré par le gouvernement américain. C'est une chose d'y croire, mais c'est une autre chose de continuer à y croire. Parce qu'une fois que notre cerveau a fait des liens, Bouchra, et qu'on en arrive à une conclusion, par exemple, sur une théorie complotiste ou conspirationniste comme celle que tu viens d'énumérer, ben, il y a des mécanismes qui servent à confirmer ces conclusions-là. Oui, donc on entend souvent parler du biais de confirmation. C'est notre tendance à chercher l'information qui confirme ce qu'on croit déjà et à écarter l'information qui nous contredit. Et ça a été observé dans le cerveau que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'activent quand on traite ces deux catégories d'informations-là. Et ça peut paraître surprenant, mais le biais de confirmation, en fait, ça a un avantage pour la survie de notre espèce parce que notre cerveau se dit en quelque sorte que si on est vivant en ce moment, c'est parce que les croyances qu'on a fonctionnent correctement. Et donc, c'est normal pour notre cerveau d'être résistant à délaisser ces croyances-là et à adhérer à des croyances contraires dont on ne sait pas encore si elles vont nous aider à survivre. Et en plus, si on était parfaitement ouvert à tous les points de vue, eh bien, on serait constamment en train de se remettre en question, de changer d'avis, et ça, c'est pas utile pour avancer dans la vie. Par contre, le biais de confirmation, il a aussi ses mauvais côtés, c'est que comme on le voit avec les mouvements conspirationnistes, même quand les gens ont tort, ils résistent à écouter les gens qui ont des croyances contraires, les gens qui arrivent pour les contredire. Donc, entre autres, c'est pas brusquer la personne. Justement, il me donnait un exemple de... C'est comme une relation amoureuse. Vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation malsaine, vous essayez de lui faire comprendre qu'il n'y a rien de bon là-dedans, qu'elle devrait sortir de cette relation-là, et que cette personne-là, elle veut rien entendre. Comment qu'elle va se sentir? Elle va se sentir trahie, jugée, et elle ne voudra plus vous parler. Je m'en souviens très bien de cette entrevue dont on vient d'entendre un extrait, entrevue que j'ai réalisée pour les décrypteurs au printemps dernier, avec une femme qui nous avait écrit pour nous parler d'un proche qui avait basculé dans le monde de la conspiration et elle se sentait un peu désemparée face à tout ça. Bouchra, pourquoi? Ça revient souvent comme question. Pourquoi les gens s'accrochent autant à leurs convictions conspirationnistes malgré les faits qui leur sont présentés et refusent même d'en débattre? Mais quand quelqu'un s'investit dans une croyance conspirationniste pendant un certain temps, comme dans le cas de la COVID, il y a des gens que ça fait 1 an qu'ils ont ces croyances-là, eh bien, ça finit par faire partie de leur identité et ils vont vraiment s'identifier comme, par exemple, anti-vaccin, anti-masque. Et quand ça devient l'identité de la personne, eh bien, ça ne se passe plus sur le plan de la logique, mais sur le plan des émotions. Il y a une expérience qui a été faite par un chercheur. Il a pris des gens qui avaient des convictions politiques très fortes. Il les a confrontés avec des arguments, avec des preuves concrètes qui les contredisaient et on voyait que les zones du cerveau qui s'activaient, c'était des zones associées aux émotions, donc l'amygdale et le cortex insulaire. Et c'est pour ça qu'il est difficile de discuter la tête froide avec une personne conspirationniste. Elle s'identifie tellement à ses idées que de lui demander d'y renoncer, c'est comme lui demander de renoncer à une partie d'elle-même. Voilà. Et en plus, donc, lorsque ces gens-là ont eu cette identité-là, bien, ils cherchent aussi à s'associer à des gens qui ont la même identité qu'eux. Et on voit avec le mouvement conspirationniste que les gens vont tisser des liens avec ceux qui ont les mêmes croyances, donc soit de façon réelle ou virtuelle là, sur les réseaux sociaux. Et ces groupes-là, bien, ça devient un peu un espace sécuritaire pour ces gens-là. Et c'est difficile de demander à quelqu'un de renier son groupe. Et en fait, on peut faire un parallèle entre les gens qui sont conspirationnistes et les gens qui sont dans des mouvements sectaires parce que c'est un peu les mêmes phénomènes qui sont à l'œuvre quand les gens s'accrochent à ces groupes-là. It's a normal phenomenon among normal people who function well in society, who have regular jobs, sometimes also who are highly educated, and you can see it everywhere in society.
C'est un phénomène que l'on voit chez des gens normaux qui fonctionnent bien en société, qui ont des emplois, qui sont parfois très éduqués. On peut le voir partout dans la société, nous disait ici Jan Willem van Proyen, psychologue à l'Université libre d'Amsterdam aux Pays-Bas, avec qui tu t'es entretenu, Bouchra. Si nous sommes tous susceptibles de devenir conspirationnistes, alors comment on fait pour ne pas tomber dans le piège? Eh bien, ça dépend beaucoup de notre capacité à avoir un esprit critique face à nos propres idées. Donc, être capable de prendre du recul face à soi-même, de se remettre en question. Et c'est une chose qui demande en fait beaucoup d'humilité, donc d'admettre que l'on peut se tromper. Déjà, d'être conscient que notre cerveau a des mécanismes qui orientent nos décisions parfois dans la mauvaise direction, ça peut être le premier pas pour rester vigilant et savoir qu'on est à risque de tomber dans le piège. Et si c'est un de nos proches qui est conspirationniste, la pire chose à faire, c'est de ridiculiser la personne, de la rejeter, parce que ça ne va que l'amener à se replier encore plus sur ses croyances-là. Et même si on essaie d'argumenter en présentant des faits scientifiques, eh bien, ça ne marche pas parce que la personne est tellement attachée à ces idées-là qu'elle n'écoutera pas nos arguments. Donc, la seule chose qui reste à faire dans ce cas-là, c'est de maintenir le contact avec la personne, d'être patient et d'espérer qu'elle finisse par elle-même par prendre du recul et par voir que ses croyances ne tiennent pas la route. Et dans le cas de la COVID-19, eh bien, on peut souhaiter que lorsque le virus ne fera plus partie de nos vies, que certaines personnes vont délaisser ces croyances conspirationnistes-là. C'est un de mes souhaits les plus chers et c'est sûr que l'adhésion à ce type de thèse conspirationniste est souvent aussi le fruit d'une détresse psychologique, faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'au décrypteur, on a banni de notre lexique le terme covidio. Il faut maintenir le dialogue et non pas diaboliser, démoniser ou ridiculiser ces personnes. On peut tous tomber dans ce piège. Merci beaucoup, Bouchra Watick. Et je rappelle que ton excellent reportage, on peut le revoir sur le site web de Radio-Canada, radio-canada.ca/découverte. Merci. Merci à toi. À une prochaine. Au revoir.